né, que moi, je rêvais déjà faire ce métier, donc je vais regarder la télé, je me dis, oh my god, oh my god. Comme on dit généralement, c'est pas toi qui choisis le métier, c'est le métier qui te choisit. Ouais. Je ne dis pas que l'opportunité peut pas venir vers toi. Ouais. L'opportunité ne peut pas venir à toi. Ouais. Il y a des gens qui sont chanceux. On n'a pas tous le même destin. S'il y a d'autres qui ont le destin que c'est ici qu'on te voit au Cameroun et puis pauvre, t'es parti. Voilà. Mais parfois, il faut être c'est-à-dire, il faut créer des opportunités. Donc, il y a certains des pseudo-agences aujourd'hui qui essaient de donner des petites formations à ces jeunes qui veulent être mannequins et tout. Donc tu vois un jeune qui paye sa formation pour se former, pour savoir marcher, oser et tout, pour avoir des bases et avoir tout, c'est-à-dire quoi, le moule pour être mannequin. Donc au final, il finit sa formation après 2 ans, après 1 an et demi, après 6 mois, je ne sais pas le temps que ça prend. À ton avis, on peut en faire un métier au Cameroun? C'est un métier, être mannequin c'est un métier. C'est peut-être au Cameroun, je ne dirais pas qu'il est déjà assez institué pour en vivre totalement. Parce que être mannequin, si je dis quand c'est un métier, ça veut dire que tu vis de ça. Moi je vis du mannequinat en partie, mais pas totalement. Je ne veux pas dire que je vais vivre totalement du mannequinat, mais c'est un métier. Il faut le respecter, c'est un métier. Mais sauf que le système, le milieu, le pays ne nous permet pas de pouvoir en vivre comme il se doit. En Europe, les gens vivent que de ça. À Abidjan, il y a des mannequins qui ne vivent que du mannequinat. J'en connais, ce sont des amis. D'accord? Donc voilà, à Paris, partout dans le monde, c'est un métier. Mais sauf que tant qu'il n'y a pas une politique qui accompagne, tant que l'industrie en elle-même n'est pas formée, n'est pas bien instituée, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Attends, comment est-ce que tu veux que mannequin vive de ça? Tu vas te taper une semaine de fashion week, tu vas te payer 50 000. Attends, crois-moi que, quand tu es payé 50 000, pendant une semaine, 2 shows, de lundi à dimanche, juste 50 000 francs. Attends, tu vas manger quoi? Comment est-ce que tu vas payer ton loyer, tes déplacements, tes chaussures? Comment tu te dis de Bayonne en temps passé? Être mannequin, c'est ton corps qui est ton outil de travail. Il faut l'entretenir, il faut avoir une belle peau, il faut faire de l'exercice, il faut avoir une certaine alimentation. Il y a tout ça qui va avec. Il faut miser sur soi-même en fait, pour toujours être au taquet et pour qu'on puisse toujours te demander. Alors si tu n'as pas les moyens et les ressources de pouvoir le faire, comment est-ce que tu vas pouvoir rentabiliser tout ça? Freddy, toi tu es un mannequin, tu es un mannequin. Pas comme les autres, parce que tu as décidé de faire de ton métier, tu as décidé de faire de ton image, de ta notoriété, un business. Ça veut dire, tu as un carnet d'adresses hyper rempli. Et puis tu t'es dit, qu'est-ce que, à part être mannequin dans mes temps perdus, et s'il n'y a pas de plateau, s'il n'y a pas d'événement, si je ne suis pas à Abidjan, si je ne suis pas au Ghana, ou bien machin, qu'est-ce que je fais dans mes heures, dans mes temps perdus et tout? Bam! Tu as eu une idée de lancer ta propre marque, Noirata, qui marche énormément. Déjà, il faut dire que tu es habillé. Ouais, je porte du Noirata. Tu portes du Noirata. Et comment se porte la marque aujourd'hui et comment t'es venue l'idée de créer la marque? Alors j'ai toujours créé, depuis le lycée en fait. Ouais. Depuis mon plus bas âge, comme j'ai dit. Ouais. Donc j'ai travaillé avec ma maman, je l'étais en couture. Donc je pense que la fibre stylistique est déjà en moi. Donc depuis le lycée, je créais les défilés de tenues traditionnelles du Cameroun, c'est moi qui les faisais. Donc c'est pourquoi le lycée, à chaque fois on imposait le lycée à faire le défilé parce qu'on savait que j'étais là. Donc j'allais proposer ça. Donc depuis le lycée, bien avant mon baccalauréat, je le faisais déjà. Ouais. Donc même après le bac, j'ai commencé à créer et après le maquillage, j'ai un peu déçu. Oui, parce que j'ai maquillé. Il faut dire que de 2010 jusqu'en 2016, 2020. Donc j'ai maquillé. Il faut se mentionner qu'à un moment donné, c'est avec les gomos du maquillage, comme on dit souvent ici. Ouais. C'est avec ça que tu te payes les études. Voilà. C'est avec justement l'argent du maquillage que je finançais mes études, juste parce que j'ai eu ma licence. Donc ça, il faut le dire. Donc si je voulais compter que dessus le mannequinat, c'est que je ne m'en sortais pas. Donc j'ai commencé à créer, j'ai créé en parallèle aussi, parce que je stylais, je créais des petits trucs en parallèle. Et c'est justement quand j'ai commencé à voyager par rapport au mannequinat que
j'ai décidé de mieux ficeler les choses en fait. Au départ, moi, mon travail, je le mettais sous le label Habillerie Manyongo. Ouais. Les habilleries, ça n'existe pas dans le dictionnaire, mais ça cite bien ce qu'on veut dire en fait. Ouais. Habillerie, on sait forcément que ça renvoie à l'habillement, à notre armoire et tout. Et après, il y a un grand frère qui m'a dit Habillerie Manyongo, c'est cool, mais cherche un mot qui est plus captivant. Cherche un mot qui est plus captivant, celui qui va prendre, celui qui va directement tirer l'attention, qui va dire ok, les gens vont éclater de rire. Et un beau jour, quand je fouillais, je chinais, j'ai dit Noirata. Noirata. Noirata, pourquoi? Noirata parce qu'on est dans l'ère où on est fier de nos origines, on est fier de qui on est, on est fier de nos accomplissements, on est fier aujourd'hui on prend conscience du pouvoir qu'on a, on prend conscience du pouvoir de notre couleur, on prend conscience de nos accomplissements, on prend conscience de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut produire, de nos capacités, de nos valeurs, de notre richesse, de notre patrimoine, de notre culture, de tout ça. Noirata, c'est vrai qu'on était petit, Noirata, c'était comme une injure. Ouais, c'était une injure. Quand on les charrier, ceux qui sont ceux qui sont vraiment skin, dark, on les appelait Noirata. Donc, quand on était petit, les gens en pleuraient. Mais aujourd'hui, on est fiers. On est fiers de ça. De dire que je suis black, on est fiers de notre couleur de peau. Donc, c'est par cette fierté, le mouvement Black and Proud, que j'ai dit, alors, Noirata, signe à ça en fait. Parce que Noirata, c'est quelqu'un qui est très foncé et tout. Et c'est tout récemment que j'ai découvert encore qu'en pays Haoussa, Noirata signifie le noir. En couleur de peau. Ouais. Voilà. C'est ça en fait en Haoussa. C'est une amie qui me l'a dit. Donc on voit, tu vois que ça se prête très bien en fait à ce que. Donc c'est au-delà de la couleur de peau. C'est au-delà du mouvement Black and Proud. Mais c'est un mouvement de valorisation, de fierté, de dire qu'on peut, qu'on a des valeurs, qu'on a une richesse, qu'on a des capacités. Donc voilà, c'est tout cet ensemble-là. Noirata, ce n'est pas juste par rapport à la couleur de peau, mais c'est tout cet accomplissement-là. Que tu sois africain, américain, européen, mais que tu es fier de tes valeurs, tu es fier de tes racines, tu es fier de qui tu es, tu es fier du patrimoine que tes ancêtres, que tes aïeux, que tes parents, tes grands-parents t'ont légué, que tu es fier de ça et que tu t'appropries de ça et que tu t'en vantes et que tu le montres aux yeux du monde. C'est ça être Noirata. Ce n'est pas que le vêtement. Voilà, on peut voir, voilà, je suis un peu dans la géographie, les trucs ethniques et tout. Voilà, mettre du Noirata, ça veut dire rentrer dans ses... D'être fier de ses racines, être fier de ses origines, vouloir montrer aux yeux du monde c'est pas tout simplement, c'est pas tout simplement un vêtement. C'est tout un mouvement. C'est tout un mouvement. Voilà. Waouh. C'est tellement pensé... Ouais, ça fait rien de ça ne vient pas d'un coup. Ça ne vient pas d'un coup. Il faut avoir ça. Quand je dis généralement aux gens, quand on se lance dans un projet, quand on se lance dans une démarche, quand on se lance dans une initiative, il faut penser, il faut étudier. Qu'est-ce qu'on veut renvoyer? Qu'est-ce qu'on veut donner aux gens? Qu'est-ce qu'on veut refléter? Où est-ce qu'on veut aller? Où est-ce qu'on veut mener les gens? Quelle est notre vision? Où est-ce qu'on veut aboutir? Parce que ça ne sert à rien de faire. Voilà pourquoi des marques meurent aujourd'hui. Et ça fait combien de temps que la marque fonctionne? Je crée depuis 2014. Je peux dire avec le label Habillerie Manyongo. Et c'est depuis 2017 que j'ai adopté Noirata. J'ai changé de nom depuis 2017 et que j'ai commencé à créer en collection Kelsu. Parce que je me dis chacun de nous est unique. Pardon. Chacun de nous est unique et on est tous différents. Et chacun de nous a une contribution, quelle qu'elle soit dans le monde en fait. On a notre rapport personnel dans le monde, dans la société. Et du coup, moi j'aime bien tout ce qui est unique. J'aime porter des pièces uniques. Donc voilà, ou quasi uniques. Du coup, les éditions limitées. Donc voilà, c'est un peu cette politique aussi que j'adopte quand j'ai adopté Noirata. C'est-à-dire de faire des pièces qui sont
quasi unique ou bien très limité pour les gens parce que c'est ce même sentiment en fait. Déjà, j'aime bien les trucs qui sont uniques, je sais que je vais marcher, je vais pas trouver les voisins avec ça, donc voilà, c'est pas très vulgaire. Donc voilà, c'est ce même sentiment que je veux projeter, que je veux renvoyer à mes clients et que mes clients sont un sentiment de privilégié quoi. Voilà, on a ce privilège en fait. Voilà. Et quand on a du privilège, on est un privilège. Yeah. Je ne sais pas si on se comprend. On se comprend très bien, très bien. Quand on est privilégié, on a un privilège, on est un privilège. Yeah. Donc voilà, on est tous des privilèges pour la société. Yeah. Et comment se porte le marché actuellement ici? Est-ce que ça comme tout bon marché, il y a des pays, il faut prendre dans aussi. Donc voilà, mais il faut juste tenir en fait. Il faut tout, et moi je me dis aussi que tout dépend de la qualité de ce qu'on produit et de ce qu'on propose. Donc voilà. Et où est-ce qu'on peut trouver du Noirata? Alors actuellement c'est plus en ligne. Donc voilà, je n'ai pas encore, comme je dis, il faut savoir, il faut étudier, il faut regarder. Il ne faut pas se lancer parce qu'il faut se lancer. Parce que le voisin A ou ici, Y, ils ont des showrooms, des machins, que forcément, moi aussi je vais me lancer que, ok, quand j'ai lancé Noirata, forcément il faut ouvrir une grande boutique dans une très belle avenue à Douala, machin chouette. J'aimerais bien. C'est ce à quoi j'aspire. Moi, j'aspire à ce que Noirata devienne le H&M africain. Voilà, que j'ai une boutique ou deux dans toutes les capitales africaines, les plus grandes capitales africaines. Ça, c'est mon but, ça, c'est mon rêve. Et je prie que Dieu qui est en haut puisse entendre ma prière et que ça puisse se faire. Dieu que tu es en face de Dieu, mais dans ton message transmis. Est-ce que Freddy, aujourd'hui, on a Iman Aïssi qui est entré dans le calendrier de la haute couture. Est-ce que toi, Freddy, tu te vois avec Noirata, pourquoi pas un de ces quatre, être sur des grands défilés, pourquoi pas suivre les pas de Iman? Déjà félicitations Iman, parce que c'est un rêve, c'est un accomplissement. Être le premier designer black suisse-arien à intégrer ce calendrier, c'est une prouesse. Et c'est une leçon pour nous. Je nous dis que tout est possible. Quand tu as un rêve, quand tu sais où tu veux aller, donne-toi les moyens. Travaille et bosse dur en fait. Que tu sois en lumière, que tu sois dans l'ombre. Travaille dur. Si c'est destiné, tu vas forcément l'avoir en fait. Tu vas vraiment arriver là où tu vas arriver. Il faut juste travailler. Ne pense pas que tout viendra sur un plateau en or ou un plateau en argent. Je suis désolé. C'est à force de travail. On a beau avoir le talent. On a beau avoir la recommandation, on a beau avoir des coups de pouce, mais excusez-moi, tant que tu n'as pas, tant que tu ne travailles pas, tu as le talent, tu as des recommandations, tu es dans une surface, dans une sphère propice à pouvoir éclore aux yeux du monde. Mais tant que tu ne travailles pas, tant que tu ne bosses pas, tu ne peux pas. Tu peux avoir un coup de pouce. Tu es au devant de la scène et puis paf, mais se maintenir et continuer à être là, à être une référence, il faut bosser dur. Il faut mentionner. Tout à l'heure je disais, on va faire tes différentes casquettes. Là, dans ton côté événementiel, dis qu'aujourd'hui, Freddy est devenu une marque. Déjà, il faut penser à protéger ton nom, hein, parce qu'aujourd'hui, dès l'ordre de Freddy, c'est de l'argent. On entend Freddy aujourd'hui, ça vend quelque chose, c'est vendeur. Freddy est devenu le nom Freddy Mayongo aujourd'hui est devenu un nom vendeur. Parce que aujourd'hui tu es événementiel. Ton tout premier que tu as fait, le Boti Fashion. Voilà, Boti Fashion avec Freddy Event, c'est FM Touch. FM Touch qui est Freddy, quoi. Tu vois. Ouais. Il y a eu un succès. Non, à croire que je sais pas ce que
J'ai mis FM Touch parce que c'est les initiales de mon nom. Oui. Parce que mon nom c'est 2 M et 2 F. Oui. Donc c'est FM. Donc la touch c'est la touche en anglais. Ouais. Donc c'est FM Touch. Mais après c'est soit parce qu'avec mes sœurs, on entreprend aussi souvent des choses. Donc ça peut être Famille Manyongo, comme ça peut être Freddy Manyongo Touch. Voilà. Donc ça dépend. Donc je pourrais mettre FM Touch. Mais moi je ne sais pas si c'est moi ou bien c'est la avec mes famille. sœurs. Donc, Boti, déjà, qui a eu un succès phénoménal. Pour une première, ça a été voilà, un truc de ouf. Tous les médias en ont parlé, les blogs, les journaux et tout. Voilà, tu sors de Boti, tu es au Douala Hip Hop Festival. Tu termines avec Boti, tu es au Douala Hip Hop Festival. Oui. Tu termines au Douala Hip Hop Festival, tu lances le kit fashion. Pour une première aussi qui a été un succès. Bah, Freddy, qui es-tu finalement? Ben alors écoute, je pense que c'est des capacités. Quand on voit qu'on a des capacités, parce que quand on est sollicité, et ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ouais. Tu vois, on est aujourd'hui en 2019, en 2020, autant pour moi, et ça s'est fait en 2019, et je suis entré dans le milieu de l'événementiel en 2010. Donc ça fait quasi 9 ans, presque 10 ans. Et j'ai observé, j'ai regardé, j'ai demandé, je me suis renseigné, j'ai essayé, j'ai chuté, je suis monté, je suis descendu, j'ai tourné, j'ai été payé, j'ai pas été payé. Donc, j'ai pris le temps de pouvoir regarder, je me suis façonné, j'ai fait mes classes, entre guillemets, et que je continue toujours à faire. Parce qu'il ne faut pas se dire, c'est pas parce que ma carrière de mannequin a appris que forcément ma carrière d'événementiel va prendre. Et ne nous disons pas que parce que Freddy Manyongo a fait que moi aussi je vais faire. Non, je suis désolé. Freddy Manyongo est là depuis 2010. Ça fait presque 10 ans. Je suis dans le milieu de l'événementiel. Et ma carrière de mannequin m'a permis de pouvoir observer, de pouvoir regarder comment ça se passe, de pouvoir voir les couacs, de pouvoir voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, comment on fait pas, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas. J'ai observé, je suis allé hors du Cameroun, j'ai défilé pour les plus grands shows, j'ai été dans les backstage, j'ai regardé comment ça se passe, j'ai regardé le système, j'ai analysé avant de me lancer. Ou en 2017, quand Didier Talk me dit, Freddy, pour le Douala Hip Hop Festival, je veux que tu intègres le domaine du streetwear. Parce que je vois que tu es un mannequin, tu as une vision, tu peux faire des choses. Donc voilà une plateforme, saisis-la. Et j'ai pris cette plateforme. C'était quasi rien. Mais il fallait qu'on puisse y donner de la couleur, donner un peu plus de coloration. Donc on a essayé avec ou sans moyens. On n'avait pas de moyens, mais on faisait avec ce qu'on avait. On n'avait pas de lumière, on n'avait que des planches, mais on a fait et on a vu l'intérêt que les gens avaient pour la chose. En fait. Parce qu'à chaque fois qu'on disait le street fashion show, les gens se groupaient. Les gens se groupaient autour. Et du coup, on a essayé. On a essayé après ça. J'ai fait en 2018 jusqu'en 2019. Voilà. Et j'espère que ça va continuer. Mais c'est un travail. Et je ne travaille pas seul. J'observe, je demande, je me renseigne. Freddy, quel conseil tu as donné? Parce qu'aujourd'hui tu es devenu un influenceur. Tu ne me considères pas comme tel. Hein? Quel conseil tu as donné à la nouvelle génération que tu influences actuellement? Ils veulent tous devenir comme Freddy. Voilà. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à cette génération qui veulent être comme toi? Alors, je vais déjà dire à cette nouvelle génération, vous ne pouvez pas être comme moi. Vous ne serez jamais comme moi. Ouais. Parce que chacun de nous est unique. Chacun de nous a son destin. Vous pouvez être plus que moi, en fait. D'accord? D'accord. Chacun de nous est unique. Et notre société a le privilège de nous avoir, parce qu'on est des privilèges. Ça, je le dis encore. Donc, fais ce que tu as à faire et fais-le bien. Si tu as décidé d'être maçon, sois maçon. Donc fais tes classes, regarde, observe, renseigne-toi, respecte et demande aux ennemis des conseils. Va vers eux.
Je t'ai vu comment tu es en train de crépir. Est-ce que je dois aller dans le sens gauche à droite ou je dois aller droite gauche? Il va te dire, bon, la base voudrait qu'on aille comme ça et comme ça. Ouais. Donc voilà, tu as pris ce conseil. Demain, tu peux aller dans un autre pays. On te dit que non, il faut monter de bas en haut. D'accord? Maintenant, toi, tu emmagasines toutes ces connaissances et tu en fais ta sauce. Et ça devient ta particularité. Et voilà pourquoi on va te demander. Et tu seras une référence. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, vous ne pouvez pas être Freddy. Parce que moi, je suis né d'une père humaine bien précise, tu es né d'une père humaine. Donc, ça dit génétiquement, on n'est pas pareil. Donc, du coup, tu as ton destin, j'ai mon destin. Ton destin peut être que tu dois être plus que moi. Donc voilà, tu dois briller plus que moi. Donc voilà, prends juste le temps, observe, renseigne-toi et ne soyez pas pressé. Il faut dire que tu en as tellement tu es sollicité dans plusieurs différents projets, plusieurs trucs où on a besoin de ton expérience. Et je ne vais pas citer Quatamag, où tu es directeur artistique. Je ne vais pas citer ton fameux concept de Ndoleto, où de temps à autre, quand ça te chante, tu décides d'offrir la bouffe d'une Ndolette et le plat préféré que tu faut dire que. En parlant de plats, pourquoi on a choisi le Ndolette pour faire le Ndolette? Et après, c'est quoi le Ndolette? Alors, le Ndolette, tout simplement parce que je suis Sawa. Donc voilà, c'est l'un des plats les plus célèbres, le plat de la gastronomie camerounaise les plus célèbres à travers le monde. Donc voilà, ils savent si bien que ce soit originaire de ma région, de mon ethnie. Et donc voilà, c'est le Ndolé. Et comme je l'ai dit, il faut être fier de ce qu'on est, il faut être fier de qui on est et de nos valeurs, de notre richesse. Donc voilà, le Ndolé, c'est notre richesse. Les gens brandissent leur art culinaire, leur fierté, leur patrimoine. Donc voilà, je suis Sawa. Le Ndolé est de chez moi, bien qu'aujourd'hui il appartient à tous les Camerounais. D'accord? Bien qu'il appartient à tous les Camerounais, mais le Ndolé est de chez moi. Alors, pourquoi est-ce que un Niwondo, un Bakwiri, un Bamiliki, un Gachan, un gars de Balignonga ne va pas mieux valoriser le Ndolé que moi? Je ne vais pas mieux valoriser le coquille que toi, Diendi. Et c'est quoi le Ndolette? Et c'est quoi ce concept? Alors, le concept de l'étau, c'est tout simplement pour aujourd'hui, comme c'est devenu un plat tellement célèbre, donc du coup, c'est pas tout le monde qui connaît comment est-ce qu'on fait, qui connaît la recette souche ou les composantes du Ndolé. Donc à la base, c'est ça. J'allais dire, le truc, c'est que moi, j'en mange un seul plat que je peux en manger tous les jours. Tu vois. Et il y en a tellement de cuisson que j'en suis subjugué. La recette souche que moi j'ai appris de ma mère et de ma grand-mère, la recette souche Sawa, comme moi je dis, mon Ndolé Sawa disait, aujourd'hui a eu tellement d'évolution. J'ai dit, ok, je vais préparer, et surtout pour mes amis, pas Sawa. Parce que je sais forcément tous les Sawa mangent le vrai bon Ndolé. Et donc du coup, tous mes amis qui sont pas Sawa et qui n'ont pas le possibilité de manger le Ndolé tout le temps. Donc voilà. Et c'est comme ça que ça a pris. Et un beau jour, il me dit, Freddy, pardon, je vais manger le Ndolé, mais je ne vends pas. Pardon, je veux. Il y a mon ami qui vient, je veux que tu prépares le Ndolé, tu le mets en gamin, je vais mettre au frigo. Quand il veut manger, il sort seulement. J'ai dit, ok, donne-moi les sous et j'en prépare.